Le programme de soutien aux essais de fertilisation des cultures maraîchères du MAPAC supporte financièrement la réalisation d'essais de fertilisation dans l'objectif d'ajuster les grilles de fertilisation en fonction des réalités québécoises. Grâce à un réseau de collaborateurs sur le terrain comme vous, des essais s'effectuent dans différentes régions du Québec. Le projet est coordonné par le MAPAC et encadré par des protocoles rigoureux. C'est d'ailleurs pour vous aider à visualiser l'application de ces protocoles que cet outil vous est présenté. Bonjour, je m'appelle Sylviane Ginchereau, je suis agronome. À l'aide de ma caméra, j'ai sillonné les sites d'essais pour vous montrer comment réaliser toutes les étapes de l'établissement jusqu'à la récolte. Les vidéos qui suivent visent essentiellement à vous montrer une méthodologie, une façon de travailler qui peut s'appliquer de façon générale à toutes les cultures à l'essai. Toutefois, il ne remplace en aucun cas le protocole écrit. Certaines actions peuvent différer d'une culture à l'autre, comme par exemple le nombre d'échantillons foliaires à prendre ou la longueur de la zone de récolte. C'est pourquoi il vous faut toujours vous référer au protocole écrit pour être bien certain de connaître les détails spécifiques de votre culture à l'essai. Le DVD vous est présenté en sections correspondant aux principales étapes d'un site d'essai. Les essais de fertilisation sont basés sur des protocoles rigoureux comportant plusieurs aspects scientifiques. Aussi, différentes étapes doivent être réalisées de façon spécifique à certains moments clés de la saison de culture où une prise de données sérieuse doit être effectuée. Pour minimiser les risques d'oublier des étapes et des données qui pourraient compromettre votre essai, prenez le temps de lire les protocoles au complet et de vous faire un aide-mémoire des étapes à réaliser et données à prendre spécifiques à la culture de votre essai. La section « Données à recueillir » peut vous aider à cet effet. La première étape pour établir votre site d'essai sera le choix de son emplacement. Pour faire votre choix, plusieurs critères doivent être respectés. Afin de les connaître en détail et pour tout ce qui concerne l'établissement des sites d'essai, référez-vous aux sections « Le site » et « Établissement du site » de votre protocole. Lorsque vous aurez déterminé la localisation exacte de votre site, identifiez-la à l'aide de drapeaux afin d'avertir le producteur de ne pas appliquer d'engrais sur cette zone. D'abord, pour votre site d'essai, vous possédez un dispositif qui vise à vérifier l'effet fertilisant de 3 éléments, l'azote, le phosphore et le potassium. Pour souligner l'effet d'un des éléments, seule sa dose varie selon 4 traitements, alors que les doses des 2 autres éléments restent égales. Les 4 traitements d'un élément sont appliqués dans 4 sous-parcelles qui forment sa parcelle principale. L'azote, le phosphore et le potassium ont chacun leur parcelle principale, celle-ci constituant un bloc de 12 traitements. Les 12 traitements sont répétés 3 fois, ce qui fait 3 blocs par site. Le site a donc 36 sous-parcelles au total, disposées de façon aléatoire dans les blocs. Dans certains cas, des traitements zéro ou saturés peuvent se rajouter à ce nombre. Selon la culture et le type de sol, des doses d'engrais sont prédéterminées et les quantités exactes à appliquer pour chaque traitement vous sont fournies. Comme l'application de l'engrais se fait en bande pour la plupart des essais, les quantités sont calculées par rang et non par sous-parcelle. Maintenant que vous avez votre dispositif et vos quantités d'engrais, vous pouvez vous préparer à établir votre parcelle. La première étape est de préparer les sacs d'engrais qui seront appliqués au champ. Pour ce faire, vous prenez des sacs de plastique que vous identifiez avec le nom du site et le numéro des traitements. Ensuite, en prenant soin de porter des gants de plastique pour éviter toute contamination, vous pesez chaque type d'engrais à la quantité désignée pour composer la fertilisation de chaque traitement. Il ne vous reste plus qu'à rassembler le matériel dont vous aurez besoin pour établir votre parcelle. Vos sacs d'engrais et des contenants pour les appliquer, un ruban à mesurer, des sacs pré-identifiés pour les échantillons de sol, des drapeaux et des copies du dispositif à mettre en place. Une tarière hollandaise ainsi que des cylindres à masse volumique pour prendre les échantillons de sol. Des chaudières pour les échantillons de sol et des bêches pour ouvrir et fermer les sillons. Vous pouvez
pouvez maintenant établir votre parcelle sur le site réservé par le producteur où il a pris soin de n'appliquer aucun engrais. D'abord, à l'aide d'un ruban à mesurer de 30 mètres, mesurez et délimitez le site et les sous-parcelles. Au moins 2 à 3 personnes doivent faire cette étape ensemble. Les sous-parcelles mesurent toutes 8 mètres de long et doivent avoir 4 rangs simples ou 2 rangs doubles de largeur pour atteindre 2 mètres au minimum. Si l'application d'engrais est faite à la volée avant le semis, il est préférable que vous déterminiez d'abord et le plus précisément possible les dimensions extérieures du site, puis délimitez l'intérieur. Ici, des piquets identifiés avec le traitement et le numéro de sous-parcelle sont utilisés pour marquer le coin inférieur gauche de chaque sous-parcelle. Si l'application est faite en bande après le semis, il est alors facile de s'enligner le long d'un rang. À l'aide du ruban à mesurer que vous tendez au maximum, mesurez d'abord la longueur totale du site. Ensuite, plantez un drapeau ou un piquet pré-identifié à la distance identifiant le coin de chaque sous-parcelle. Lorsqu'une longueur est faite, déplacez-vous du nombre de rangs ou de mètres nécessaires pour refaire la même opération. Vos 36 sous-parcelles seront ainsi clairement identifiées. Vous pouvez par la suite les identifier en inscrivant le numéro de chaque parcelle et son traitement sur les drapeaux. Avant d'appliquer l'engrais, assurez-vous d'avoir pris les échantillons de sol requis. Pour en savoir plus sur cette méthode, référez-vous à la section « Échantillons de sol » de ce DVD. La première étape consiste à disposer les sacs d'engrais dans les sous-parcelles. À l'aide du dispositif et des sacs d'engrais prépesés, déposez le sac d'engrais correspondant au traitement au coin inférieur gauche de chaque sous-parcelle. Ensuite, appliquez l'engrais le plus uniformément possible dans la sous-parcelle. Pour s'assurer de l'uniformité, travaillez par bloc, c'est-à-dire qu'un bloc est fait par une même personne. Puisque cette étape est faite à la main, il est recommandé de porter des gants de plastique. D'abord, videz le sac d'engrais dans une chaudière et mélangez-le bien. Placez une bêche ou un râteau à la moitié de la longueur de la sous-parcelle afin de les diviser en deux et ainsi appliquer l'engrais plus uniformément. Répartissez ensuite une moitié de la quantité d'engrais dans chaque moitié de la sous-parcelle. Vous pourriez également diviser la quantité d'engrais dans 2 contenants pour plus d'uniformité. Lorsque l'engrais est appliqué dans toutes les sous-parcelles, raclez légèrement la surface du sol avec un râteau afin d'enfouir l'engrais. Avant d'appliquer l'engrais, assurez-vous d'avoir pris les échantillons de sol requis. Pour en savoir plus sur cette méthode, référez-vous à la section « Échantillons de sol » de ce DVD. La première étape est de disposer les sacs d'engrais dans les sous-parcelles. Rappelez-vous que pour les sites en bande, l'engrais est pesé par rang et non par sous-parcelle. Pour des sous-parcelles de 4 rangs simples de large, vous aurez donc 4 sacs par sous-parcelle. À l'aide du dispositif et des sacs d'engrais prépesés, déposez les sacs d'engrais correspondant au traitement de la sous-parcelle au début de chaque rang. Vous devez également ouvrir un sillon où vous déposerez l'engrais. En utilisant le côté d'une bêche, creusez un sillon de 5 cm de profondeur à une distance de 5 cm à côté des plants. Faites attention à ne pas déraciner les plants afin de leur créer le moins de stress possible. Cette étape peut être faite en même temps que la délimitation des parcelles et la disposition des sacs d'engrais. Vous pouvez maintenant appliquer l'engrais dans les sillons. Pour s'assurer de l'uniformité, travaillez par bloc, c'est-à-dire qu'un bloc est fait par une même personne. Mélangez d'abord le sac d'engrais, que vous videz ensuite dans un contenant. Puis, videz l'engrais dans le sillon de façon la plus uniforme possible. Enfin, reprenez la bêche pour fermer le sillon et recouvrir l'engrais. Vous appliquerez l'engrais de la même façon lors des 2e et 3e applications.
Cette étape correspond à la section fractionnement de l'engrais de ce DVD. À l'établissement et à la récolte des sites, vous devez prélever des échantillons de sol pour différents types d'analyses. Pour connaître le nombre exact d'échantillons et savoir où les prélever et comment les manipuler, référez-vous à la section échantillonnage des sols de votre protocole. Au printemps, les échantillons sont pris aléatoirement dans les parcelles principales ou les blocs, tandis qu'à l'automne, suite à la récolte, ils sont pris dans la zone de récolte sur les buttes récoltées. En général, les échantillons sont pris sur une profondeur de 0 à 20 cm. Pour faire un échantillon représentatif, il faut mélanger ensemble un nombre minimal de composites. Pour ce faire, l'utilisation d'une terrière hollandaise est recommandée par rapport à une sonde. Vu le plus grand volume qu'elle échantillonne, vous aurez moins de composites à prendre pour faire un échantillon et vous éviterez les problèmes dans les sols très durs. L'utilisation de la terrière est simple. Vous placez l'extrémité de la terrière à l'endroit où vous voulez échantillonner et, en appuyant fermement dessus, vous la faites tourner sur elle-même. Elle s'enfoncera comme un tire-bouchon. Retirez ensuite la terrière et mettez son contenu dans une chaudière. Vous avez votre premier composite. Dans des sols plus meubles, une sonde peut s'avérer adéquate, mais vous demandera plus de composites pour un même échantillon. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez le nombre de composites voulu dans votre chaudière, brassez adéquatement le sol et déposez environ 300 g de cet échantillon dans un sac préidentifié. Cependant, les échantillons servant à l'analyse des nitrates doivent être pris à 2 profondeurs, un dans la couche de 0 à 30 cm et l'autre de 30 à 60 cm. Pour les faire, il vous faut 2 chaudières de couleurs différentes. Une vous servira pour l'échantillon de 0,30 et l'autre pour le 30-60. D'abord, vous enfoncez la sonde ou la terrière une première fois dans la couche 0,30 et videz son contenu dans la première chaudière. Après, vous enfoncez à nouveau votre sonde dans le trou créé jusqu'à dans la couche 30-60 cm que vous videz dans la seconde chaudière. Vous prenez tous les composites dont vous avez besoin pour cet échantillon de la même façon, puis vous brassez le sol de chaque chaudière adéquatement et déposez environ 300 g de chaque échantillon dans des sacs préidentifiés. Pour éviter la perte d'éléments à analyser, la plupart des échantillons doivent être conservés dans une glacière le temps de finir les opérations au champ et de revenir au bureau. De retour au bureau, différentes manipulations doivent être faites sur les échantillons de sol. Par exemple, dans les sols organiques, certains échantillons doivent être transférés au congélateur où ils seront conservés jusqu'à leur envoi au laboratoire. Dans tous les types de sols, des échantillons doivent être séchés à l'air ambiant ou à l'étuve avant d'être envoyés au laboratoire. Pour faire sécher les sols à l'air ambiant, utilisez des assiettes d'aluminium dans lesquelles vous déposez une feuille de papier pour éviter toute contamination entre le sol et le métal. Videz vos sacs d'échantillons dans les assiettes tout en identifiant bien de quel échantillon il s'agit. Pour accélérer le séchage, défaites les mottes à la main et positionnez un ventilateur en direction des sols. Brassez les sols régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient secs. Remettez-les dans les sacs d'échantillons et conservez-les jusqu'à leur envoi au laboratoire. Pour les échantillons servant aux analyses de nitrates, il faut les faire sécher de cette façon pour un maximum de 48 heures, puis les conserver dans des contenants de plastique hermétiques pour leur envoi au laboratoire. Pour déterminer la masse volumique apparente du sol, un échantillon de sol doit être pris avec un cylindre de cuivre de volume donné. Notez d'abord le diamètre et la hauteur intérieure exacte du cylindre afin de calculer le volume précis de l'échantillon. Pour prendre l'échantillon, la première technique consiste à enfoncer 2 cylindres superposés dans le sol. Déposez le premier cylindre sur le sol, celui duquel l'échantillon sera extrait. Enfoncez-le presque entièrement dans le sol à l'aide d'une planche de bois et d'une masse. Il faut éviter de l'enfoncer complètement pour ne pas compacter le sol à l'intérieur du cylindre et fausser la donnée. Placez le deuxième cylindre par-dessus le premier et enfoncez-le de la même façon
jusqu'à ce que le premier soit enfoui complètement dans le sol. Retirez ensuite le cylindre du sol à l'aide d'une pelle en évitant de déplacer le sol à l'intérieur. À l'aide d'un couteau, dégagez le cylindre de la terre superflue pour ne garder que la terre comprise dans le volume intérieur du cylindre. Transférez le volume total du cylindre dans un sac préidentifié à cet effet. Il est également possible de se procurer un marteau à masse volumique qui facilitera la prise d'échantillons dans les sols minéraux. Comme fonctionnement, un cylindre pour l'échantillon est inséré dans un plus grand cylindre qui, lui, est vissé au marteau. Déposez le marteau à l'endroit voulu et enfoncez le cylindre complètement dans le sol. Retirez-le ensuite, dévissez l'extrémité et soutirez le cylindre intérieur en tentant de ne pas perdre ni compacter le sol. À l'aide d'un couteau, séparez la partie superflue pour ne conserver que la terre incluse dans le volume intérieur du cylindre. Déposez la terre dans un sac préidentifié à cet effet. Ces échantillons devront être séchés à l'étuve pour déterminer la masse du sol sec. L'échantillonnage des feuilles pour le diagnostic foliaire se fait au même stade que le fractionnement de l'engrais. Pour connaître le stade, la partie et le nombre de feuilles à échantillonner, référez-vous à la section « Échantillonnage foliaire » de votre protocole. Il est recommandé de réaliser l'échantillonnage aussitôt que possible le matin avant 10 heures. La première étape lorsque vous arrivez sur le site d'essai est d'identifier la zone à échantillonner. Vous échantillonnez chaque sous-parcelle sur les 2 rangs du centre et sur 3 ou 6 mètres de longueur en éliminant le premier et le dernier mètre de la sous-parcelle. De cette façon, vous vous assurez d'une bande tampon autour de l'échantillonnage. Identifiez la zone à l'aide de drapeaux que vous pourrez laisser en place pour la récolte. La partie à échantillonner est généralement la plus jeune feuille mature. Il s'agit en fait de la dernière feuille pleinement déployée. Une bonne façon de la reconnaître est de commencer par regarder la plus jeune feuille formée au centre du plan, puis d'observer graduellement les feuilles plus matures en allant vers l'extérieur, jusqu'à trouver celle qui est pleinement déployée. Dans le cas du céleri, c'est celle-ci que l'on doit prélever. Même chose dans la carotte. On commence par la plus jeune et si on ne la considère pas comme pleinement déployée, on va vers la suivante. Ici, c'est elle qui sera prélevée. Prélevez ainsi le nombre de feuilles nécessaires dans la sous-parcelle. Si plusieurs personnes participent à l'échantillonnage, il vaut mieux travailler par bloc, car nous n'avons pas toujours la même notion de la plus jeune feuille mature. De cette façon, vous éviterez les variations dans un même bloc. Lorsque l'échantillonnage d'une sous-parcelle est terminé, mettez les feuilles dans un sac de plastique troué préidentifié et conservez-le au frais et à l'abri de la lumière dans une glacière. De retour au bureau, regroupez ensemble les feuilles des sous-parcelles ayant reçu le même traitement. Mélangez-les bien et formez un composite représentatif du traitement dans un sac de plastique troué, identifié par le numéro du traitement et des sous-parcelles. Ici, vous pouvez couper les feuilles en plus petits morceaux pour aider au séchage. Conservez environ 500 g du composite et notez sa masse humide exacte sur la feuille de prise de données. Placez ensuite les sacs dans l'étuve et faites-les sécher à une température maximale de 70 degrés Celsius pendant au moins 24 heures ou jusqu'à ce que les feuilles soient sèches. À la sortie de l'étuve, pesez à nouveau les échantillons et notez le poids sec sur la feuille de prise de données. Ces échantillons devront être envoyés au laboratoire. Lors de la récolte, vous avez conservé un certain nombre de légumes de chaque sous-parcelle que vous avez regroupés par traitement, c'est-à-dire les 5 carottes de chaque sous-parcelle ayant reçu le traitement 1
sont regroupées ensemble pour donner 15 carottes par traitement. Avec ces légumes, vous devez constituer un composite représentatif et qui séchera bien. Pour ce faire, coupez les légumes de chaque traitement en petits morceaux. Mélangez les morceaux et conservez environ 500 g de cet échantillon dans un sac de plastique troué. Notez le poids de l'échantillon humide sur la feuille de prise de données prévue à cette fin. Cette étape peut être faite au champ ou de retour au bureau. Placez ensuite les échantillons dans l'étuve où vous les faites sécher à la température maximale de 70 degrés Celsius pendant 24 heures ou jusqu'à ce qu'ils soient secs. Notez ensuite le poids sec des échantillons avant de les envoyer au laboratoire. Fractionner l'engrais consiste à appliquer une deuxième ou une troisième dose d'engrais sur la culture de façon à respecter les doses maximales recommandées d'application. Cette étape est normalement réalisée en même temps que l'échantillonnage foliaire. Pour connaître les périodes d'application, référez-vous aux sections « Traitement de fertilisation ». Et pour connaître les doses exactes à appliquer, référez-vous aux calculs d'engrais qui vous ont été fournis en début de projet avec votre dispositif. Vous aurez à préparer des sacs individuels d'engrais pour chaque rang de chaque traitement, tout comme lors de l'établissement. Au fractionnement, l'engrais s'applique en bande selon la même méthode qu'à l'établissement du site. Ouvrez un sillon d'un côté du rang à environ 8 cm des plants, appliquez l'engrais en prenant soin de ne pas en mettre sur le feuillage, puis refermez le sillon. Plusieurs données d'évaluation et de rendement sont à prendre lors de la récolte. Il s'avère alors très important de lire la section « Récolte » du protocole pour connaître la procédure détaillée et ne rien oublier. La première étape est d'identifier la zone de récolte. Vous récoltez chaque sous-parcelle sur les 2 rangs du centre et sur 3 ou 6 mètres de longueur en éliminant le premier et le dernier mètre de la sous-parcelle. De cette façon, vous vous assurez d'une bande tampon autour de la récolte. Identifiez la zone à l'aide de drapeaux. Lors de la récolte, vous appliquez la même régie que celle du producteur en ce qui concerne les fréquences de récolte et les calibres récoltés. Pour certaines cultures, des données doivent être prises avant de passer à la récolte, comme des évaluations de maladies, de feuillage ou de caractéristiques des plants. Pour le maïs, où la résistance à la verse et la hauteur des plants doivent être évaluées dans chaque sous-parcelle. La hauteur des plants est mesurée du sol à la croix et celle de l'épi est mesurée du sol au soie du premier épi du plant. Ensuite, vous devez récolter, classer et peser. Pour la plupart des cultures, compte tenu des volumes des récoltes, le classement et la pesée des légumes doivent se faire sur place, au champ. Pour les plus petites cultures, comme les radis ou les haricots, ils peuvent être récoltés, puis transportés au bureau pour y être classés et pesés. D'abord, pour chaque sous-parcelle, récoltez tout ce qui se trouve dans la zone de récolte. Classez les légumes commerciables en différents calibres prescrits par la culture et les rejets selon la cause de rejet. Dépendamment de la culture, le classement peut se faire à la main, à l'aide d'un gabarit dans des cultures comme le radis, ou d'une calibreuse mécanique pour les haricots. Par la suite, notez le nombre de légumes et le poids des différentes catégories de calibre et de rejet pour chacune des sous-parcelles. N'oubliez pas de conserver un échantillon des légumes pour les analyses de biomasse de récolte et pour l'évaluation en entrepôt dans le cas de la carotte, de l'oignon et du rutabaga. Le calibre et le nombre exact de légumes à conserver sont décrits dans la section « Récolte ». Par exemple, dans le brocoli, 5 têtes représentatives de la sous-parcelle sont conservées. Regroupez les légumes ayant reçu le même traitement. Pour connaître la suite des manipulations de la biomasse de récolte, consultez la section « Biomasse de récolte » de ce DVD. Récoltez de la même façon à 3 endroits différents autour du site d'essai dans le champ du producteur.
Ces récoltes doivent être classées et pesées, mais ne doivent pas être échantillonnées pour la biomasse. Pour les cultures de la carotte, de l'oignon et du rutabaga, un échantillon des légumes récoltés doit être conservé en entrepôt pour l'évaluation ultérieure de leur conservation. Tous les détails concernant le calibre et la quantité de légumes à conserver apparaissent dans la section « Récolte » de votre protocole. Par exemple, pour les essais dans la carotte, un sac commercial de 50 livres est rempli de carottes de calibre représentatif de la récolte. Il est important de bien identifier les sacs avec le numéro de la sous-parcelle. Ici, par exemple, on met un carton d'identification dans le sac. Ces sacs sont par la suite empilés au hasard par bloc dans des caisses de bois utilisées pour la conservation en entrepôt. Les légumes seront conservés en entrepôt jusqu'en février ou mars, où vous devrez alors évaluer la qualité de leur conservation. Pour connaître la méthodologie et les points exacts à évaluer, consultez la section « Évaluation de la conservation en entrepôt » du protocole.